Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans les locaux de LCI dans laquelle on va approfondir l'usage des armes à longue portée qui est désormais autorisé aux Ukrainiens pour se défendre en état de légitime défense, notamment dans le nord de Kharkiv. Ça leur permet de taper dans l'oblast de Belgorod, la France peut être également dans l'oblast de Koursk. C'est tout à fait pertinent dans le sens où c'est de là que les Russes tirent et ont tout leur système d'approvisionnement, des systèmes de défense aérienne, des missiles sol-sol. Donc on va étudier tout ça. Mais d'abord, je vous rappelle que les vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, que la totalité de l'argent des sponsors est reversé à l'Ukraine. Et notre sponsor aujourd'hui, c'est notre partenaire France Vérif qui va vous protéger de toutes les menaces d'Internet. Parce qu'il faut en prendre conscience, vous êtes probablement déjà dans le viseur des cybercriminels puisque le phénomène a touché 2 Français sur 3 l'année dernière. Et ça, c'était avant le piratage des données de la sécurité sociale et de Pôle emploi. Donc le risque il est absolument gigantesque, mais les conséquences sont potentiellement très importantes. Par exemple, en cas d'usurpation d'identité, les malfrats pourraient utiliser vos données bancaires pour contracter des crédits de plusieurs dizaines de milliers d'euros en votre nom. Et oui, malheureusement, ça arrive. Et donc ils font ça dans des banques offshore sans recours possible de votre part. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà reçu ces fameux SMS et mails qui essayent de vous arnaquer. Ce qui veut dire que les cybercriminels ont déjà réussi à obtenir au moins une partie des données qui vous concernent et ils attendent simplement de pouvoir compléter le tableau avant de pouvoir passer à l'action. Et la menace grandit avec la structuration de ces réseaux qui deviennent pas seulement de la cybercriminalité, mais qui sont des vrais réseaux mafieux, avec 60% des attaques qui visent les Français qui viennent de Russie. Et si comme moi vous enregistriez vos informations dans votre navigateur internet afin qu'il puisse remplir des informations à votre place, votre adresse, votre numéro de téléphone, éventuellement votre carte bancaire et même vos mots de passe, c'est encore pire puisqu'à partir du moment où les cybercriminels auraient accédé à votre boîte mail, ça veut dire qu'ils ont accès à toutes ces informations sensibles qu'ils vont pouvoir exploiter. Et c'est là que France Vérif intervient. Il s'agit d'une application de cybersécurité tout en un qui va protéger vos appareils, vos données confidentielles et qui fonctionne à la fois comme un antivirus, un outil bloquant les tentatives de phishing, mais aussi en surveillant le dark web 24h/24 pour détecter les moindres fuites de vos données qui pourraient conduire à une arnaque afin de vous avertir et de les bloquer immédiatement. Et ce n'est pas tout, puisque l'offre inclut également la protection pour 4 de vos proches, oui, même votre maman qui a du mal avec son ordinateur, et avec un nombre illimité d'appareils. Donc suivez le lien qui est en commentaire à cette vidéo, franceverif.fr/titelman, comme ça vous pourrez aussi continuer à utiliser Internet sans risque. Allez, on retourne à notre vidéo. Quel doit être le niveau d'engagement de la France en Ukraine aujourd'hui sur la question de la coalition d'instructeurs? Est-ce qu'il doit apporter des éclaircissements nécessaires sur l'utilisation des armes françaises par l'Ukraine sur le sol russe? Mais parfois j'ai envie qu'on dise rien et qu'on laisse faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi donner aux Russes l'information à partir d'après-demain, il y a des missiles à 300 km de portée qui vont pouvoir taper sur leur territoire. Il faut que ça leur arrive et puis après on dit ah oui, au fait on a autorisé. Parce que là le fait de prévenir permet aux Russes de s'adapter, de reculer leur stock de munitions par exemple, de reculer leur système de défense aérienne. Et donc globalement, certainement qu'il y aura des éclaircissements pour que ce soit clair pour tout le monde, mais j'aurais aimé personnellement qu'il y ait un peu de surprise stratégique pour les Russes, pour qu'on ne se révèle pas systématiquement. Ça affaiblit les Ukrainiens. Il y a peut-être quand même quelques surprises sur le périmètre des uns et des autres. Autant les Américains ont été très précis, mais par exemple sur la France, visiblement en off, d'après la BBC, Paris a autorisé l'Ukraine à cibler Belgorod, mais aussi Koursk. Et ça, on n'en avait pas encore entendu parler. D'abord, pourquoi Belgorod ou Koursk? Et est-ce que finalement, si les Ukrainiens tapent aussi Koursk, ils peuvent aussi taper ailleurs avec les armes françaises? Et ça n'est pas affiché pour reprendre votre volonté. Alors, Belgorod et Koursk sont les 2 oblasts desquels les Russes tirent des missiles à longue portée, notamment des missiles balistiques des S-300. Donc, dans le cadre de la simple légitime défense, ce sont 2 zones logiques pour pouvoir taper. Après, on est quand même sur des lignes de front qui sont assez mouvantes et il y a aussi des avions de chasse russes qui vont arriver dans cette zone. Et depuis l'oblast de Koursk, ils vont aussi balancer. Mais c'est la même chose pour Bryansk, qu'on pourrait imaginer effectivement d'aller encore plus loin. Et quand ils balancent leurs missiles de croisière ou leurs bombes planantes, ils les font depuis ces environnements. Est-ce que ça veut dire qu'on aura aussi la possibilité d'avoir, oui, du bombardement vers le sol, mais également l'interception des avions de chasse russes qui bombardent le territoire ukrainien? Moi, j'ai l'impression, quand on parle de Koursk, de l'oblast de Koursk, ça permet aussi cette éventualité. Alors, une question assez consacrée, mais bon. Comment ça marche? On va faire simple. Comment ça marche? Les Ukrainiens, ils n'ont pas besoin de contacter l'état-major français avant d'effectuer une frappe. Est-ce que... Alors, j'entendais cette expression qui était un peu mystérieuse pour moi aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une double clé?
Est-ce Non. que la France a la connaissance du plan de frappe avant? Est-ce que les Français peuvent tracer les frappes et éventuellement demander à les stopper? Toutes ces questions-là, on vous les pose. Non, alors a priori, on leur donne un cadre très clair, très strict, un petit peu, c'est des règles d'engagement, et dans ces règles d'engagement, on va leur dire, vous avez le droit à la légitime défense sur n'importe quel type de matériel qui est en train de vous tirer dessus, que ce soit des pièces d'artillerie, des missiles sol-sol ou des avions de chasse. Par exemple, ça c'est une chose qui est très claire. Par contre, on peut leur interdire de bombarder des usines d'armement. Moi, je trouve qu'il faudrait peut-être le faire, mais néanmoins, peut-être qu'on peut leur interdire ce type d'infrastructure, ou alors leur interdire de cibler des ponts qui sont utilisés pour acheminer du matériel en première ligne. Donc à partir du moment où on leur donne un cadre strict, on attend d'eux qu'ils le respectent. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais trahi quoi qu'on puisse leur dire. Ils ont toujours respecté, alors que ça leur coûtait des vies tous les jours. Donc là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de double clé. Il n'est pas nécessaire d'avoir de double clé. Par contre, les logiciels qu'on leur fournit pour la préparation de mission des missiles, là, je sais qu'on peut exclure des zones. J'étais préparateur de mission sur Rafale, donc on peut interdire certaines zones pour ne pas pouvoir les cibler. Par exemple, des centrales nucléaires, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on pourrait très bien imaginer que certaines zones soient interdites. Mais il faut imaginer le temps de réaction. On détecte quelque chose avec un drone, 10 minutes après, il faut tirer. On ne peut pas attendre la validation de l'état-major français. Et donc, il peut y avoir des opérateurs aussi, des coopérants français, je ne sais pas comment dire ça, qui accompagnent la logique qui est en train de se mettre en place sur le terrain pour être au plus près, malgré tout, de la stratégie ukrainienne. Je pense réellement que les armes qu'on fournit à l'Ukraine sont des armes ukrainiennes. On leur donne certes un cadre strict, mais on n'a pas besoin d'avoir de soldats français qui vont valider chaque cible qui va être réalisée. Et jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'il faut aller même au-delà des sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée? Moi, je pense que oui. Typiquement, les usines d'armement, les stocks de munitions, les dépôts de carburant, les lignes logistiques qui font qu'aujourd'hui, les Russes arrivent à alimenter le front de Kharkiv. Si tout ça pouvait s'arrêter demain, mais évidemment que c'est une très bonne chose. Militairement, il n'y a aucune raison qu'on leur donne des limites. Parce que les Ukrainiens frappent déjà, mais sans le matériel occidental en réalité. Mais avec une plus faible précision, ou alors effectivement avec des missiles low cost qui ont 25 kg d'explosifs, quand nous on va être avec des missiles qui ont 100, 150 kg d'explosifs, donc beaucoup, beaucoup plus puissants, avec une capacité de pénétration en profondeur dans des bunkers. Ça, on leur fournit. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'on va leur autoriser, par exemple, à détruire un poste de commandement ? Ou alors est-ce que c'est simplement un site de lance-missiles? C'est ces questions-là aussi qui sont difficiles. Oui, logiquement, il faudrait leur donner aucune restriction sur l'utilisation des armes qu'ils utilisent dans le cadre de cette guerre, puisque la Russie, il faut une symétrie. La Russie se permet tout et n'importe quoi. Il faut que les Ukrainiens aient le droit de se défendre. Mais vous allez pouvoir le répéter à l'occasion de ma prochaine question. Eux, ils ont fixé, et Julien le disait il y a quelques instants, une limitation aux Ukrainiens, ce sont les États-Unis, qui n'autorisent pas, je le rappelle pour les téléspectateurs, les Ukrainiens à utiliser des attaques MS, par exemple, de portée 300 km pour frapper le territoire russe. On voit un petit tableau là. Oui. Mais seulement avec des missiles à plus courte portée du type GMLRS. Là, on est plutôt sur 70 km de portée. Et le feu vert pour l'administration Biden, visiblement, il est circonscrit à la région frontalière de Kharkiv. Donc on estime que dans votre logique, tout cela est largement insuffisant. Alors, à partir du moment où il y a des pays qui sont plus allants que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Si effectivement les États-Unis limitent à 80 km, mais que les Français permettent d'aller à 250 km, et que les Britanniques aussi, et que les Suédois fournissent sans aucune limite également, finalement, c'est pas grave. Les Américains, oui, on se limite sur les premiers 80 km. Et on a vu des effets très intéressants dans les 2 premiers jours après l'autorisation. On a déjà vu aujourd'hui des effets stratégiques militaires majeurs. Et donc, finalement, que les France et la Grande-Bretagne, avec leurs missiles, soient les seuls qui autorisent à aller à 250 km, oui, c'est déjà une bonne chose. Les Américains suivront, j'en suis convaincu. Ces lignes rouges, elles ne font que se repousser parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune conséquence en face et que c'est pertinent pour la défense de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'est pas normal et légitime que les pays qui fournissent des armes gardent une forme de contrôle sur leur utilisation sans prendre la responsabilité d'être associés à la planification des cibles? Mais de la même manière qu'il faut interdire systématiquement de toucher des civils. Et les Ukrainiens ont tellement peu de munitions qu'ils ont autre chose à faire de leurs munitions. Donc aujourd'hui, on ne veut pas être associé à des crimes de guerre, par exemple. Par contre, bombarder des cibles militaires logiques et légitime, ça, il ne devrait y avoir aucune restriction qui vient d'aucun pays. Est-ce que tout ce qu'on est en train de voir ces derniers jours est parfaitement chorégraphié en réalité entre les États, entre les pays? Est-ce qu'on peut imaginer une concertation en réalité entre le Royaume-Uni, la France, pourquoi pas même aussi les pays baltes qui sont très proactifs sur cette situation, et les États-Unis, en disant on répartit un peu les rôles, les situations? C'est possible. Moi, j'ai quand même l'impression que les Américains sont à la remorque parce qu'ils veulent pas donner l'impression à la Russie que c'est eux qui sont en front. Et ça se voit dans l'autorisation qu'ils donnent d'utiliser ou pas des armes, ça se voit aussi dans le matériel qu'ils vont fournir. Les Américains n'ont toujours pas fourni de missiles de croisière. C'est juste la France et la Grande-Bretagne qui en donnent. Les Allemands ne le veulent pas non plus. Donc, ils pourraient faire beaucoup plus, les Américains, objectivement, en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de variété de matériel et en termes d'autorisation de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est nous qui tirons, c'est les Européens qui tirent, parce que c'est nous qui sommes les prochains sur la liste de ceux qui se feraient agresser par la Russie. Les États-Unis nous suivent,
Ils nous respectent, mais ils font pas le nécessaire pour permettre à l'Ukraine. C'est les seuls qui ont la masse de manœuvre qui permettrait à l'Ukraine de renverser la table et d'arrêter cette guerre et de la gagner pour éviter une troisième guerre mondiale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais c'est les seuls qui restent en retrait. Ils ont donné 30 chars. Ils ont donné moins de chars que l'Europe. Ils ont donné aucun avion de chasse. C'est l'Europe qui donne des avions de chasse. Mais j'insiste sur ma question. Est-ce que vous pensez que les états-majors, même les pays, les présidents s'appellent pour se dire, écoutez, ok, donc nous on va aller jusque-là. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu vois les choses? Je simplifie au maximum, bien sûr. J'ai pas l'impression. En fait, il y a tellement de balbutiements, d'allers-retours, certains personnels qui vont en Ukraine, qui parlent et qui disent oui, puis 2 jours après, il y a même aux États-Unis, ils reviennent en arrière. Donc, même au sein des pays, ça semble pas totalement clair. Et le fait qu'il y ait des pays qui soient plus dynamiques, plus allants, la France en fait partie, et tant mieux avec les Pays-Bas, de la Pologne et d'autres, eh bien, finalement, les autres finissent par suivre avec un petit peu de retard. Mais on a vu ça à chaque fois. Quand la France a donné les AMX-10 RC, ce sont de sortes de mini-chars. C'était pas des vrais chars, mais ça a permis à l'Allemagne et d'autres pays de donner des chars. Donc il y a des pays qui sont plus volontaristes et les autres suivent avec du retard. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour les États-Unis qui ont suivi le fait de frapper de l'autre côté de la frontière russe, même si ils ont donné toutes les conditions dont on a parlé tout à l'heure, et notamment à cause des réactions russes. Regardez ce que dit par exemple le chef adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Il dit... Une phrase lourde de menace, évidemment. Je voudrais mettre en garde les dirigeants américains contre des erreurs de calcul qui pourraient avoir des conséquences fatales pour des raisons inconnues. Ils sous-estiment la gravité de la résistance qu'ils peuvent recevoir. Est-ce qu'on a une idée de la réaction qui peut être la réaction russe face à cette initiative américaine? Et est-ce qu'on est sûr d'éviter les erreurs de calcul, justement? Mais les erreurs de calcul, c'est un calcul diplomatique, là, en l'occurrence. Il n'y a pas de question sur le calcul militaire. Le calcul militaire, il est clair. Il faut que les Ukrainiens puissent se défendre dans les meilleures conditions. Il y a parfois des erreurs de frappe. Que les Russes, derrière, fassent des rétorsions en tapant encore plus ces civils, c'est à craindre. Mais que les États-Unis se soient attaqués par la Russie, aujourd'hui, personne n'y croit. Qu'ils fassent des attaques cyber, qu'ils fassent des attaques ciblées, qu'ils fassent ce qu'ils font tous les jours avec la guerre de l'information. Ça, ils vont continuer dans tous les cas. Et ils vont renforcer, puisque c'est leur objectif aujourd'hui, faire tomber nos démocraties, empêcher le bon fonctionnement de nos démocraties, en brouillant les GPS sur la mer Baltique, en nous attaquant de manière informationnelle en Afrique, avec l'Azerbaïdjan et tout plein d'autres pays. Ils ne peuvent rien faire de plus. Ils ne vont pas déclencher une guerre nucléaire, ils ne vont pas nous bombarder. La seule menace aujourd'hui, la seule risque qu'on a, c'est que cette guerre soit gagnée par la Russie et qu'elle dégénère avec d'autres pays, que ce soit la Jordanie, la Géorgie ou la Moldavie et les pays baltes. Donc on reste sur cette thématique de la Troisième Guerre mondiale. Vous avez déjà effleuré le sujet à 2 reprises. On y reste. Les Américains, ils martèlent vouloir éviter l'escalade. Ils le font beaucoup ces dernières heures. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire, affirme Washington. Nous ne voulons pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est John Kirby. Et d'ailleurs, on va l'écouter. Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre. Et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. Donc vous nous dites avec les frappes, comme on les détermine en ce moment, comme on les qualifie, il n'y a pas de risque de Troisième Guerre mondiale. Mais regardez par exemple ce que dit Guillaume Ancel, qui est un ancien officier spécialiste de ces questions. Il est interrogé par la Dépêche pourquoi l'usage d'armes américaines en Russie nous expose aux menaces de Poutine. Voilà sa réponse. Il ne parle pas forcément de Troisième Guerre mondiale, mais ça nous expose aux menaces de Poutine. Mais qu'il nous menace et qu'il continue à nous menacer de nucléaire, ça n'arrêtera pas, quoi qu'on fasse. Maintenant, il n'y a pas d'escalade dans le sens où on suit les Russes. Les Russes se permettent d'utiliser des armes iraniennes à très longue portée, à plus de 300 km de portée. Nous, on restreint l'efficacité de nos armes pour les donner à 300 km. On n'est même pas sur un parallèle avec ce que font les Russes. Donc il n'y a pas d'escalade. On suit très doucement, de très loin, ce que font les Russes. Les Russes font 100 fois pire. Il n'y aura jamais d'escalade si on fait moins qu'eux. Si demain on autorise les Ukrainiens à donner des missiles de 600 km pour bombarder Moscou, là il y a une escalade. Mais on n'est pas du tout à ce niveau-là. On leur permet uniquement de se défendre sur des systèmes bien précis, avec des équipements qu'on leur fournit et dont on dégrade les performances pour rester réglementairement dans les normes que les Russes violent tous les jours, puisqu'encore une fois, au-delà de 300 km, ils ne respectent plus les traités de non-prolifération. Il n'y a pas d'escalade. La seule escalade qu'on peut craindre, c'est que la Russie continue à avancer, à progresser, et qu'elle réussisse à recréer une masse de manœuvres en ayant, par exemple, réussi à figer ce front ukrainien. Si la Russie arrive à arrêter de perdre ses troupes, dans 3 ans, elle a 1 million d'hommes et elle a des milliers de chars.
Et là, il y a une menace pour nous. Nous, on évite l'escalade en empêchant l'Ukraine de s'effondrer. Les Ukrainiens se sont déjà servis des armes américaines de l'autre côté de la frontière. Juste après le feu vert américain, en fait, ça n'a pas traîné. Kiev a frappé Belgorod avec un système HIMARS. On va voir des photos de débris. C'est ce que Forbes a indiqué. Il y a aussi des systèmes de défense antiaérienne qui ont été détruits par des HIMARS dans la région de Belgorod. L'autorisation donnée par le président Biden va changer les choses sur le terrain. C'est ce que dit Lloyd Austin, le ministre de la Défense, pour faire simple, des États-Unis. Est-ce que c'est vrai et est-ce que ça a déjà commencé à changer les choses ou pas ? Dès le premier soir, où il y a eu l'autorisation américaine, ils ont utilisé, a priori, 8 tirs ont été identifiés. Là, on voit l'explosion d'un système de défense aérien S-400 qui coûte 1,2 milliard de dollars. C'est pour libérer le ciel, pour qu'ils puissent moins intercepter les missiles ukrainiens, justement, et demain, les F-16. Donc oui, instantanément, à partir du moment où c'est arrivé, le flux logistique russe n'est plus le même. Les Russes ne peuvent plus tirer en toute impunité. Jusqu'à maintenant, ils se mettaient sur un site, ils bombardaient, ils savaient qu'ils ne pouvaient absolument rien leur arriver dessus, puisqu'on ne permettait pas aux Ukrainiens de se défendre. Dès le soir où les Ukrainiens ont pu taper, ils ont détruit 8 sites avec des armes ultra stratégiques, et les Russes sont obligés de déplacer leurs armes en permanence, y compris les batteries d'artillerie. Ce qui fait qu'ils tirent beaucoup moins, puisqu'ils sont obligés de les déplacer tout le temps. On parle des F-16, on reparle des F-16. Les F-16 fournis par les Pays-Bas pourront être utilisés pour toucher également des cibles en Russie. C'est le ministère de la Défense néerlandais qui l'a annoncé. Le Premier ministre belge, lui, dans le même temps, par contre, a mis en garde Kiev contre l'utilisation que sera faite de ces F-16 dans l'espace aérien russe. Il faut l'autoriser. On imagine que oui, dans votre logique, encore une fois, si on la suit. Logiquement, quand on leur donne les armes, on ne peut pas leur dire attention, les F-16 qui viennent de Belgique, vous avez le droit de vous en servir que en défense aérienne sur votre propre territoire, ce qui sera déjà très très utile. Tandis que les F-16 des Pays-Bas, vous avez le droit de faire du bombardement à longue distance. Il y a un moment, ils ne peuvent pas avoir 2 flottes de F-16 qui vont avoir des missions totalement différentes. Du coup. Ça va être compliqué. Donc je pense que d'ici à ce que les F-16 arrivent, ces barrières, elles auront sauté. Il n'y aura plus de limite dans l'utilisation des armes qu'on va leur fournir. Pour l'instant, encore une fois, on est sur ces balbutiements. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de coordination réelle. C'est qu'on se tâte, on regarde ce que font les autres et puis on finit par s'aligner sur celui qui est le plus volontariste. Ça bouge, mais ça ne suffit pas. Écoutez le président Zelensky. Nous sommes reconnaissants au président américain Joe Biden de nous avoir récemment permis d'utiliser des HIMARS dans la région de Kharkiv, dans les zones frontalières. Est-ce suffisant ? Non. Je vous ai donné des exemples d'aérodromes à partir desquels la Russie frappe l'Ukraine sans aucune inquiétude. Car elle sait que l'Ukraine ne riposte pas, que l'Ukraine n'a pas les systèmes de défense appropriés et qu'elle n'a pas les autorisations adéquates. Alors il y a 2 choses, il y a le fond et la forme. Sur la forme d'abord, est-ce que le président Zelensky ne donne pas un peu l'impression de jamais être content en réalité ? Et on sait que ça agace un petit peu dans certaines chancelleries. Mais ça agace, mais d'un autre côté, quand des hélicoptères sont effectivement à l'abri, qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont à plus de 80 km pour les systèmes russes, pour les systèmes américains, donc ils peuvent décoller, ils peuvent faire du bombardement, et ils peuvent retourner à l'arrière, et ils n'ont aucune chance de pouvoir les intercepter. Et ils perdent des hommes, on parle de vies qu'ils perdent tous les jours. Donc évidemment qu'il est énervé d'avoir ces restrictions qui sont objectivement ridicules. Et le deuxième élément, c'est que même les Russes s'y préparent. C'est-à-dire qu'on voit maintenant sur les bases qui sont dans le sud de la Russie, le long de la frontière ukrainienne, ils ont commencé à mettre des sortes, alors que jusque-là, les avions de chasse russes étaient sur les tarmacs bien visibles et donc il suffisait de leur tirer dessus. Maintenant, ils ont mis des systèmes pour pouvoir les protéger. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quel petit hangar il faut tirer pour les détruire. Alors, les Russes s'adaptent déjà. Un mot également sur évidemment votre spécialité aérienne, parce qu'on a vu des nouvelles photos d'un avion américain, le B-21 Raider, bombardier furtif. Et c'est le premier nouveau bombardier américain depuis plus de 30 ans, et il y en a pas mal qui sont en production. Il a pris son envol au sud de la Californie pour des tests. Ça change quoi l'arrivée de ce bombardier furtif qui coûte $100 millions pièce ? 600 millions de dollars pièce. 100 millions, c'est pas assez cher. Même 700, j'ai vu, oui, c'est ça. Alors, il remplace un avion qui coûtait $2 milliards l'unité, qui s'appelle le B-2A Spirit. Ah bon, donc ils font des économies en fait. En fait, ils en avaient acheté qu'une vingtaine à l'époque, tandis que là, comme ils vont en acheter une centaine, à l'époque où la guerre froide, à la fin de la guerre froide, quand l'URSS s'est effondrée, ils devaient en acheter 100, et puis finalement, ils n'en avaient pas besoin d'autant, puisqu'il n'y avait plus d'ennemis en face. Mais là, avec la montée conjointe, surtout de la Chine, pas vraiment de la Russie, parce que la Russie ne renouvelle pas ses armements, leur programme PAC-DA, par exemple, d'avions de bombardiers équivalents, il est au point mort, ils sont incapables de le développer. Et donc, c'est un avion qui va permettre de garantir la dissuasion nucléaire américaine pour le vecteur aérien, au moins jusqu'en 2060. Et donc, à la fin de la décennie, cet avion il va être totalement opérationnel. Il vole déjà, ils vont le tester.
mais on sait très bien que c'est un appareil qui fait le tour du monde, qui peut bombarder, qui n'est pas détectable par les radars classiques. Et ça, il n'y a que les Américains qui peuvent se payer ça. Merci beaucoup Xavier Tettelman Merci à vous. d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce soir. Merci à vous et bonsoir Marie.